L'Espagne et sa capitale Madrid notamment font partie de ces lieux d'Europe qui ont été meurtris par des attentats terroristes de masse. On se souvient tous du 11 mars 2004, l'une des dates les plus sanglantes de l'histoire récente du royaume. Des bombes posées par des islamistes marocains dans plusieurs gares de Madrid font 191 morts et plus de 1400 blessés. Près de 12 ans plus tard, personne là-bas n'a oublié cette tragédie, mais la société espagnole a su panser ses plaies et le modèle espagnol d'assistance aux victimes d'attentats est devenu un exemple en Europe. Regardez cet éclairage signé Valérie Labonne. Madrid, 11 mars 2004. 10 bombes explosent à bord de 3 trains de banlieue. 191 personnes trouvent la mort, 1400 sont blessés. C'est l'attentat le plus meurtrier qu'ait connu l'Europe depuis Lockerbie. Ce jour-là, Isabel Casanova a perdu son fils de 22 ans. C'est comme si on m'avait planté un couteau dans le cœur. On m'a dit « Isabelle, ils l'ont tué. Il est mort. » Alors tout s'est écroulé. La seule chose que j'ai dit, c'est « Quand vont-ils me rendre le corps ?» Traumatisée, Isabelle n'a pu remonter à bord d'un train qu'au bout de 2 ans. Pour se reconstruire, elle a bénéficié d'une prise en charge unique au monde à l'époque. 15-20 jours après, le ministère de l'Intérieur nous a versé de l'argent, 3 000 €, pour que l'on puisse se payer un psychologue. Au lendemain du 11 mars, le ministère de l'Intérieur met en place le premier protocole d'accompagnement des victimes du terrorisme. Chacune d'entre elles dispose d'un assistant social dédié pour une prise en charge sur mesure. Lorsque nous débutons ce processus d'accompagnement social, on va d'abord voir tous les revenus dont la personne dispose et quels pourront être ses futurs besoins après ce terrible choc dans sa vie. Le protocole concerne toutes les victimes d'attentats ainsi que leurs familles. À celle du 11 mars sont venues s'ajouter les victimes de l'ETA. À ce jour, plus de 6 000 d'entre elles ont été prises en charge et 900 millions d'euros ont été débloqués. On accompagne les victimes lors de leur procès. On leur offre une assistance psychologique spécifique. On travaille aussi pour leur insertion professionnelle parce qu'on considère que les séquelles qu'une famille peut subir lors d'un attentat doivent entraîner une prise en charge particulière. En Espagne, la prise en charge des victimes n'est pas seulement l'œuvre de l'État. La société civile tout entière s'est mobilisée. Créée pour accompagner les personnes frappées par les attentats de l'ETA, l'Association des victimes du terrorisme est devenue un acteur majeur de l'après-11 mars. Narcissa est membre de l'association depuis 1991. Policier, son mari a été blessé dans un attentat commis par l'organisation séparatiste basque. À l'époque, en 91, il n'y avait pas vraiment d'aide. Mais à partir du 11 mars, cette association a beaucoup évolué, surtout sur le plan de l'accompagnement psychologique, et cela nous a beaucoup aidés. Au bout de 16 séances, la plupart des victimes peuvent reprendre leur vie quotidienne. En cas de rechute, une permanence téléphonique est à leur disposition. Les attentats de Paris ont réveillé les traumatismes de nombreux membres de l'association. Ils nous disent que cela leur fait revivre l'attentat. Ils ont peur. Leurs symptômes se réactivent. Ils sont hyper vigilants. Ils ont très peur, ils n'arrivent pas à dormir et ont des flashbacks. Sur le plan de la sécurité, aussi l'Espagne a tiré des leçons du 11 mars. La surveillance de tous les sites à risque est renforcée. La vidéosurveillance fait son apparition dans les gares et les métros. Le gouvernement décide aussi d'agir dans les prisons. 141 détenus djihadistes sont répartis et isolés dans 31 centres différents. Nous surveillons leurs mouvements, leur communication, leur attitude, leurs activités à l'intérieur des prisons pour limiter les contacts, ainsi que leurs tentatives de recrutement de nouveaux adeptes parmi les autres détenus. 11 ans après les attentats de Madrid, l'Espagne reste une cible privilégiée. Les policiers espagnols ont interpellé plus de 600 personnes liées à des cellules de recrutement d'Al-Qaïda et du groupe État islamique. Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé des attentats de Paris, aurait d'ailleurs tenté d'enrôler plusieurs femmes espagnoles afin de les envoyer en Syrie.
Direction le sud de l'Italie. Cette région est en première ligne de l'afflux de migrants qui tentent de rejoindre l'Europe par les voies clandestines. Depuis le début de l'année 2015, ils sont plus de 140 000 à avoir posé pied sur la Grande Botte. Ces migrants traversent la Méditerranée dans des conditions périlleuses, souvent sauvés du naufrage par les gardes-côtes italiens ou par des ONG européennes. Tous bénéficient d'une aide humanitaire d'urgence à leur arrivée. Mais nombre de ces migrants se sont débarrassés de leurs documents d'identité et s'éclipsent à la première occasion pour tenter de rejoindre les pays d'Europe du Nord. Cette impossibilité à clairement identifier tous les migrants qui arrivent sur le sol de l'Union européenne pose de graves problèmes de sécurité et rend difficile le tri entre personnes qui ont vraiment besoin d'une protection internationale et ces migrants dits économiques qui ne sont pas du tout prioritaires dans les demandes d'asile. Et pour donc réparer cette faille, l'Union européenne est en train de mettre en place des hotspots, des centres d'enregistrement administratif obligatoires qui regroupent une multitude d'agences européennes, Europol, Eurojust, Frontex. Autre mission de ces hotspots, enquêter sur les réseaux criminels qui ont la main mise sur les passages clandestins vers l'Europe, des gangs devenus richissimes grâce à la crise actuelle. Natalia Mendoza. Agar, fatiguée, cette famille syrienne a été secourue la nuit dernière dans les eaux internationales au large de la Libye. Nous sommes dans le port de Pozzallo, dans l'extrême sud de la Sicile, un des principaux points d'entrée des candidats à l'exil en Italie. Cet après-midi, ils sont plus de 700 à débarquer ici. Dès leur premier pas sur le sol européen, ils sont accueillis par les autorités italiennes et européennes. On a embarqué en plein milieu de la nuit. Il était environ 2h30 du matin. J'ai voyagé avec ma famille, nous sommes 8. Chaque passager a dû payer 670 €. Sur l'embarcation, il y avait des Syriens et des Palestiniens. Moi, je suis syrien. Des entretiens menés par des agents de Frontex, l'agence en charge des frontières communautaires. D'ici la fin de l'année, ce port deviendra un hotspot, un nouveau centre d'enregistrement dans lequel les fonctionnaires européens épauleront les autorités italiennes. Objectif, déterminer l'origine et l'identité de chaque migrant. Beaucoup d'entre eux arrivent sans document d'identité, donc dès qu'ils débarquent, le défi c'est de réussir à les identifier malgré tout, notamment grâce aux banques de données internationales. L'année dernière, près de 100 000 migrants débarqués en Italie se sont évaporés dans la nature sans avoir été identifiés. Beaucoup d'entre eux se sont rendus dans le nord de l'Europe. Alors, pour s'attaquer au problème, l'Union européenne a décidé de se mobiliser. Désormais, dans les ports siciliens, la présence des agences européennes est systématique. Stefano Bucci parcourt la Sicile au fil des débarquements. Membre de l'agence Europol, sa mission est de démanteler les réseaux de trafiquants d'êtres humains. Les enquêtes sont très complexes, car on parle de crimes transnationaux, de réseaux criminels qui ont des ramifications non seulement dans les pays d'où partent les migrants, mais aussi en Europe. Et une partie importante des enquêtes se fait ici, dans les ports, au moment des débarquements. Cette famille palestinienne a des informations sur le réseau qui a organisé leur voyage. Ils devront tous témoigner devant un magistrat avant d'être transférés dans un centre de premier accueil. Comme celui-ci. C'est là que les migrants doivent attendre l'identification. Mais ils sont nombreux à refuser de le faire, de crainte d'être bloqués en Italie. Ils préfèrent fuir au bout de quelques jours. Avec les nouvelles procédures, ils seront contraints de rester ici jusqu'à la prise d'empreinte. Grâce à cette procédure plus rapide, plus efficace, nous sommes immédiatement capables de séparer les migrants en deux groupes distincts. D'une part, ceux qui fuient la guerre et qui ont droit à une protection internationale, nous les protégerons. Et d'autre part, les migrants économiques qui doivent être tout de suite transférés vers des centres fermés, où leur identité sera confirmée, des documents officiels leur seront donnés, leur permettant d'être ensuite renvoyés dans leur pays d'origine. Nous sommes dans l'état-major de l'Union européenne à Catane. Miguel Nicolaou coordonne le déploiement de Frontex en Italie. Un appel de la marine italienne qui nous informe qu'elle a détecté un bateau de pêche. Ici, les autorités italiennes et européennes préparent ensemble la mise en place logistique des 6 hotspots italiens qui doivent être opérationnels d'ici la fin de l'année.
Nous disons aux migrants, nous vous apportons aide et assistance, mais vous devez coopérer. Nous devons prendre vos empreintes digitales, établir votre identité. C'est obligatoire pour ceux qui espèrent pouvoir être transférés vers un autre pays européen. L'identification des arrivants est indispensable pour appliquer le deuxième volet du dispositif, la répartition des réfugiés. D'ici 2 ans, 160 000 demandeurs d'asile devraient être répartis parmi les États membres. Ce matin, sur le tarmac de l'aéroport de Rome, 19 demandeurs d'asile d'origine érythréenne embarquent, sourire aux lèvres, vers un nouvel avenir. Direction la Suède. Une première. Le décollage de cet avion symbolise une grande réussite, car c'est là l'expression concrète de la solidarité et de la présence européenne. Une Europe qui sauve des vies et qui accueille des gens qui fuient les guerres et les persécutions. Et pourtant, cette solidarité est encore difficile à concrétiser, car les départs de ces réfugiés se font au compte-gouttes. Depuis juillet, seulement une centaine de demandeurs d'asile a quitté le pays. Un rythme qui ne satisfait pas les autorités italiennes. Car les migrants et réfugiés continuent d'arriver. Et ils sont déjà plus de 140 000 à avoir débarqué sur les côtes italiennes cette année. L'immigration peut rapporter gros aux passeurs, aux immigrés s'ils se débrouillent bien, mais aussi aux mafias. Depuis 2011 et l'augmentation de l'immigration vers l'Italie à la suite des printemps arabes, des coopératives, souvent aux mains de la mafia, ont fait leur chou gras de l'aide aux réfugiés. Il s'agit d'une criminalité organisée qui implique des entrepreneurs et des hommes politiques de gauche comme de droite. La mafia cible notamment les élus locaux qui gèrent les appels d'offres lancés par les villes ou les régions pour l'accueil des migrants en leur versant des pots de vin. En échange, les gérants des coopératives sociales remportent un marché public lucratif et versent ensuite un pourcentage de leurs bénéfices aux mafieux. Le fait que la ville de Rome soit aussi gangrénée par le business d'un migrant est un choc pour l'opinion publique. Le maxi-procès de l'affaire Mafia Capitale s'est ouvert le mois dernier dans la capitale italienne. Pas moins de 46 prévenus criminels, entrepreneurs et hommes politiques devront répondre d'accusations de corruption. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.